Salut à tous, c'est Alex de Cinérama. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept. Vous connaissez Easy Cash ? Easy Cash, c'est ce genre de magasin d'occasion où on va trouver des films à pas cher. 10 DVD, 3€, ça fait 30 centimes le film. J'en ai acheté 10 pour 3€, j'ai acheté de tout et n'importe quoi. Et on va en regarder 5, complètement par hasard, avec des invités à chaque fois. Et on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on va découvrir des bons films, des trucs intéressants, des trucs de merde ? Je vous montre vite fait la sélection et on y va. Ah on est en 2023 là, c'est les nouveaux cadrages. Alors du coup, j'ai sélectionné 10 films donc que j'ai acheté vraiment à bas prix. C'est des trucs plutôt intéressants je pense et on va en piocher 5 au hasard qu'on va regarder avec des invités à chaque fois. Chaque invité va piocher un film dans le petit saladier, regarder les trucs. Je vous montre ce qu'on a. Alors, tac. Merde, un film anglais réalisé par un Polonais en 2000 qui s'appelle Transit Palace. Aucune idée de ce que c'est que ce truc-là, j'ai envie de le découvrir parce que c'est très bien noté sur internet. 30 centimes, acheté, pam, on va le découvrir peut-être s'il est pioché. J'ai chopé Les Invasions barbares de Denis Arcand, je sais pas du tout ce que ça vaut, il a été aux Oscars, à Cannes, au César. Ça fait des années que je vois l'affiche, je connais pas du tout Denis Arcand, j'ai envie de découvrir son cinéma, donc je l'ai pris pour le découvrir et ça peut être l'occasion encore une fois. Ma mère de Christophe Honoré. Christophe Honoré, c'est un réal très clivant, c'est genre le cliché du bobo qui fait des films français, machin. Ma mère, c'est avec Isabelle Huppert, avec Louis Garrel. J'ai jamais vu un film de ce mec-là, j'ai trop envie de découvrir parce que je suis trop curieux en fait. Ça se trouve, je vais détester, ça se trouve, je vais adorer. Et j'ai chopé celui-là du coup à bas prix. Apparemment, il vient d'une médiathèque. Étoile Cinéma, Paris 16e, il y a encore le truc dessus. Et on va voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai Les Rues de Feu de Walter Hill, donc rien à voir, film de série B d'action des années 80 avec Michael Paré, qui est genre un acteur de série B voire Z, William Dafoe et Diane Lane. Aucune idée de ce que ça vaut, il est plutôt bien noté, je suis trop curieux de voir ce que ça donne. E God Game de Spike Lee, qui est, là c'est peut-être le plus connu de la sélection, c'est genre un gros classique, film de basket, Spike Lee, Denzel Washington, Mila Jovovich. Très envie de le découvrir parce que je connais pas assez Spike Lee et surtout j'ai pas vu ce film là qui est plutôt un classique, donc très curieux de voir ce que ça donne. Abîme de David Towie, donc le mec qui a fait Pitch Black, Riddick, The Arrival, le mec qui a fait toute la saga Riddick en fait, j'en ai parlé en vidéo d'ailleurs, juste ici. Et c'est un film de sous-marin qu'il a fait. J'ai entendu une chronique dans Mad Movies, il disait que c'était pas mal. Très curieux de voir ce que ça donne. Un peu plus approuvé par la critique mondaine, on va dire. J'ai un film de Robert Altman qui s'appelle Gosford Park, Festival Télérama 2001. Robert Altman, je connais pas assez, j'ai vu que le privé, honte à moi, j'ai trop envie de découvrir son cinéma. Celui-là, il a l'air très très cool, il y a un casting de malade avec Maggie Smith, Christian Scott Thomas, Ryan Phillippe, Clive Owen. Beaucoup trop de monde, il y a Emily Watson, enfin il a l'air très très bien, j'ai très envie de le découvrir. J'étais dans le magasin, j'ai vu ce film là avec Gary Oldman, Romeo is Bleeding, j'ai vu qu'il était bien noté sur internet, je l'ai pris, il a pas l'air trop connu, j'ai vu qu'il venait de ressortir en Blu-ray ce film là. Il y a Roy Scheider qui joue dedans aussi, enfin très curieux de voir ce que ça donne. Celui-là, là on tombe dans le bas de la sélection. J'ai un film de William Friedkin, L'Exorciste, French Connection, Sorcerer, Police fédérale Los Angeles, Bug, Killer Joe. William Friedkin, c'est une légende du cinéma, du nouvel Hollywood, tout ce que vous voulez. Et là, j'ai chopé un film qu'il a sorti en 2000. 2000, c'est ça ? 2000, il me semble. Avec Tommy Lee Jones et Samuel L. Jackson. C'est un film de guerre, ça a pas l'air terrible du tout. Il a pas des très bons retours. Et j'ai envie de le découvrir, parce que c'est toujours intéressant de découvrir des films mineurs de la carrière de grands réalisateurs. Et moi j'adore voir des films complètes de réalisateurs, donc voir celui-là, ça va rentrer dans cette optique-là. Et le dernier du coup, Apparence de Robert Zemeckis, même concept, donc Harrison Ford, Michelle Pfeiffer. Je l'ai pris parce qu'apparemment c'est le remake non avoué d'un film de Lucio Fulci qui s'appelle L'Emmurée vivante, et vous savez comment j'adore le cinéma italien, Les Giallo et Fulci en particulier. Très curieux de voir ce qu'il donne. Apparemment il est pas ouf non plus, mais c'est toujours l'occasion de le voir, et je pense qu'en dehors d'un défi comme ça, c'est pas le genre de film vers lequel je me dirigerai de base, à part si demain je me dis que je vais me faire toute la filmo de Friedkin ou de Zemeckis, donc très curieux de le voir. Écoutez, on va accueillir le premier invité, c'est parti. Donc on se retrouve avec le premier invité qui va piocher le premier film de la sélection. Je vous présente monsieur Sylvain. Bonjour tout le monde. Alors est-ce que tu veux bien te présenter rapidement ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que je fais ici ? On va regarder un film génial je pense, avec le cher Alexandre qui se trouve dans ce saladier. Et du coup Sylvain, dont vous avez pu voir le nom apparaître dans le générique de plusieurs vidéos parce qu'il a aidé sur plusieurs intros sur la chaîne. Et à côté de ça, il est dans le cinéma. Je suis un homme de l'ombre, c'est ça.
Et ben je vais piocher, j'espère que on va tomber sur un chef-d'œuvre quand même. Si jamais le film dure 3 heures en plus. Je crois qu'il y a que des trucs courts, ça va. L'enfer du devoir. Et du coup, on part sur L'Enfer du Devoir de William Friedkin, donc le réalisateur de L'Exorcist, Sorcerer, French Connection, tout ça. C'est un film qui réalise début 2000, que j'ai absolument pas vu, avec... Tommy Lee Jones et Samuel L. Jackson. Ok, je sais pas du tout ce que ça donne. Bon, bah c'est parti pour Rules of Engagement avec Samuel L. Jackson et Tommy Lee Jones. Oh, regarde comme l'image est de bonne qualité. Alors, du coup, pour revenir rapidement sur William Friedkin, c'est un des grands réalisateurs du Nouvel Hollywood, tout ça. Donc l'Exorcist, Sorcerer, French Connection, tout ça c'est des gros classiques. Et à partir des années 80, il a une petite perte de vitesse. Ça c'est un film qui fait début 2000 au moment où il essaye de relancer sa carrière, il fait quelques films comme ça, mais ça va pas trop marcher. Et en 2000, dans les années 2000, il va commencer à faire de moins en moins de films. 2010, il va en faire un seul qui s'appelle Killer Joe, qui est très bien, mais qui a pas eu un succès énorme. Et aujourd'hui, il fait de la mise en scène d'opéra. Donc William Friedkin il fait plus du tout de films et celui-là je crois qu'il est pas trop mal, je crois que ça fait partie de ceux qui sont pas trop mal notés. Est-ce que ce film-là c'est un peu le début de la fin en fait? Je crois que c'était déjà la fin avant, mais ça faisait 10 ans que c'était la fin. Très triste. Est-ce que t'as un mot à dire sur William Friedkin du coup Eh bien j'ai étudié en cours Sorcerer qui a l'air très très bien. Mais j'ai pas eu l'occasion de le voir, même si j'ai vu le film dont il est tiré qui s'appelle Aide-moi, je sais plus. Le salaire de la peur. Le salaire de la peur. William Friedkin pour moi c'est un total inconnu, je sais vraiment pas ce qu'il fait et ça va être mon premier film. Alors déjà premier point qu'on peut voir, comme c'est un DVD acheté à Easy Cash, en fait c'est un DVD néerlandais, du coup il y a que les sous-titres néerlandais sur le DVD. Du coup on le regarde en français parce qu'il n'y a pas les sous-titres français sur l'anglais. Tant pis. Ouais. Putain la qualité d'image elle a l'air bizarre. Ouais, c'est un peu intéressant quand même. Je peux même dire que je suis que ça et seulement ça. Et par contre, si vraiment le film se transforme en film de procès, ça va être nul. Je suis vraiment un avocat nul. C'est ma Le réponse. gouvernement va tout tomber Ouais, non, mais en vrai, tous les moyens Ouais, imaginables. c'est vrai. Qu'est-ce que tu penses du film ? Et ben, le rythme est assez très lent. C'est très lent, alors que c'est un film de guerre. Donc on s'attend à plus de punch. Ok, il y a quelques scènes de bataille assez cool, notamment au Vietnam et puis même au Yémen. On pourrait s'attendre à un film de guerre, sauf qu'en fait le problème c'est que dans la première partie plus ou moins c'est un film de guerre, ensuite c'est un film d'enquête, sauf que toute la fin, en tout cas jusqu'à maintenant, c'est un film de procès. Et les films de procès, c'est un peu long. Mais alors, en particulier, le rythme est très il y a des très bons films de procès, et surtout, bon, l'affiche elle est comme ça, mais peut-être que ça peut être une bonne surprise, tu vois, mais par rapport au film en tant que tel, genre au-delà des attentes que t'avais par rapport à l'affiche, tout ça, est-ce que tu trouves que c'est un bon film de procès quand même, un bon film de guerre, ou est-ce que c'est... Pour l'instant, l'enquête, ça va, elle a l'air quand même assez intéressante, histoires, mais c'est assez conventionnel, on va dire, genre, il y a tel personnage de fonction qui est un militaire qui veut protéger un gars qui a du pouvoir, l'autre qui essaye de rétablir à fond la vérité. Et puis c'est un peu bizarre aussi dans les personnages, j'en ai pas parlé, mais Tommy Lee Jones c'est un soldat à la base qui est retraité et le film, aussi inconcevable que cela puisse paraître, le transforme en avocat. Et en enquêteur. Et en enquêteur, c'est vrai. Et en alcoolique. Et en alcoolique, mais ça c'était déjà un métier qu'il savait faire. Et en vomisseur. Et en vomisseur aussi. Mais c'est très étrange puisqu'il se transforme en avocat et il le fait vachement bien. Je savais pas quoi répondre à ça. Non, mais du coup, j'attends de voir la suite quand même, mais bon, j'en attends plus grand chose. C'est assez étonnant. J'attends de voir. Je lui laisse encore quelques chances. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu pour l'instant, si je devais mettre une note sur 10, ce serait 5. Ouais, pour l'instant, ça sera à peu près pareil, mais j'attends de voir la fin, mais je pense que je vois comment ça va se finir parce que c'est assez attendu au final. Ok, au montage, je me suis rendu compte que le son saturait, donc je refais ma conclusion à part pour quand même que le son soit propre dessus. Le reste de la vidéo, c'est bon. C'est que le début, ou le premier invité où le son saturait un peu, après c'est bon. Du coup, L'Enfer du Devoir, c'est pas ouf du tout. C'est un film vraiment mineur chez Friedkin, dans la période où il était pas forcément à son top, début 2000. Pour moi, fin 2000, il revient vraiment fort avec Bug, où on reconnaît vraiment sa patte. Killer Joe en 2011, c'est génial. Et là, L'Enfer du Devoir, du coup, c'est pas ça. Le film marche bien à l'époque, apparemment, c'est un petit succès. Il en parle dans sa biographie, dans son autobiographie,
qui s'appelle Friedkin Connection, que j'encourage tout le monde à lire, qui est trop bien. Mais du coup, ouais, le film est pas ouf. Ça sait pas sur quel pied danser. C'est un film de guerre ultra quelconque. C'est même pas particulièrement bien réalisé, étonnamment. Il y a des effets de style qui sont à la mode à l'époque, genre les ralentis à mort saccadés. Mais ça vieillit très mal. C'est même pas particulièrement pertinent avec la mise en scène. Au final, on se perd un peu dans l'histoire. Les personnages sont pas hyper bien développés. C'est surtout des caricatures, des clichés de personnages, genre Tommy Lee Jones, Samuel L. Jackson. Dans le film, c'est vraiment des archétypes, quoi. Les personnages sont archétypaux à mort, alors que c'est des super acteurs et ça leur rend pas forcément hommage. C'est un film qui est très oubliable, que je suis content d'avoir vu parce que ça me permet de voir un nouveau film de Friedkin. J'en ai d'autres comme ça, des films mineurs qu'il a fait, genre Jade, genre Traqué, en DVD de côté, que j'aimerais bien voir parce que c'est un mec dont j'ai vu quasiment tous les films un peu acclamés, tout ça. Maintenant, j'aimerais bien voir ceux qui sont un peu moins bien pour comprendre en fait sa carrière dans son entièreté, pour après l'analyser de manière plus pertinente, etc. Donc je suis content d'avoir vu le film, mais je l'ai pas trouvé terrible. Sylvain non plus l'a pas trouvé terrible, si je peux parler en sa parole. Et honnêtement, si j'avais pas eu à faire cette vidéo, je l'aurais jamais regardé. Et c'est le genre de truc où... honnêtement, c'est pas un super film, c'est très oubliable. Et à part si vous voulez vraiment voir toute la carrière de Friedkin, passez votre chemin et allez regarder ses bons films. French Connection, L'Exorciste, Sorcerer, Police fédérale Los Angeles, Cruising, Bug, Killer Joe, tout ça c'est super. Ce remake de 12 hommes en colère est très cool aussi, mais là c'était pas nécessaire, on va dire. On passe au film suivant. Donc on se retrouve pour le deuxième film. Maintenant je suis accompagné de Monsieur Lucas. Bonjour. Lucas, que vous avez pu apercevoir dans une intro de vidéo au début septembre, et qui est acteur à la base, et qui donc vous pourrez peut-être voir dans plusieurs projets, plusieurs courts-métrages bientôt sur la chaîne à l'avenir. Ok. Eh ben on est tombé sur Gosford Park. Gosford Park, c'est le film de Robert Altman. Ok, donc Gosford Park de Robert Altman, qui a l'air absolument très bien, parce qu'il est bien noté sur internet. Robert Altman, du coup, réalisateur de plein de super films dans les années 70 notamment. C'est une édition Télérama, le DVD, donc ça c'est vraiment les trucs que tu trouves à Easy Cash à pas cher quoi. Mais tu peux trouver des très bons trucs comme ça. Et honnêtement, donc c'est un film anglais de 2001, très très curieux de voir ce que ça donne avec un casting anglais. Du coup, je vois Maggie Smith, je vois Kristen Scott Thomas. Trop curieux. Clive Owen, Ryan Phillippe, Emily Watson. Trop curieux de voir ce que ça donne. Bah moi du coup ça va être une découverte parce que Robert Altman, j'ai ni vu ni MASH, ni Le Privé, ni Shortcuts, ni Gosford Park, donc ça va être une découverte pour moi. Au final, le film Gosford Park de Robert Altman sorti en 2001, et ben j'ai trouvé ça vraiment très bien. Je connais très peu Robert Altman au final parce que j'ai vu que Le Privé. C'est une espèce de film choral, ce qui a l'air d'être un peu une de ses marques de fabrique, de ce que j'ai compris. Le film se passe dans les années 30 en Angleterre, on suit dans une grande demeure une espèce de bourgeoisie, et on suit les domestiques aussi. Ils organisent une partie de chasse, il y a un meurtre. Ça ressemble un peu à Couteau tiré de Ryan Johnson pour ceux qui l'ont vu, pour faire un comparatif un peu grand public. Honnêtement, esthétiquement, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Je trouve que c'est super bien réalisé, super bien éclairé. Enfin, il y a vraiment un gros travail autour de tout ça. Comme c'est un film choral, j'ai eu beaucoup de mal à suivre tout ce qui est personnage, tout ça. Je pense que c'est un film qui mérite un deuxième visionnage derrière pour bien saisir toutes les subtilités, tout ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages, que ce soit au niveau de l'intrigue, de la réalisation, tout ça. Le film était vraiment cool, donc très content de l'avoir découvert. Je sais pas ce que tu en as pensé. Non, du coup, je suis d'accord avec ce que tu disais, surtout ta direction artistique. On sent qu'il y a un vrai amour de la reconstitution de l'époque, notamment au niveau des décors, des costumes, des personnages, et même au niveau du jeu d'acteur. Il y a une espèce de codification du langage qui est très maîtrisée, et ça fait vraiment plaisir de voir une reconstitution comme ça. Et je pense même que le choix des années 30 est pas si anodin que ça, notamment par tout l'aspect sentimental qui tourne autour du film, parce que les mœurs se libèrent, et les années 30, on sait que c'est une époque de libération des mœurs, et surtout par rapport à tout le snobisme anglais ce qui donne un côté assez autodérisoire, parce qu'on sait que le snobisme anglais c'est très codifié, très classe, et de voir cet aspect quasi libertaire où les domestiques courent après les autres domestiques, les riches courent après les autres riches, et que finalement après il y a même une espèce d'ambiguïté de sentimentale et sexuelle qui s'oppose entre les domestiques et ces gens de la haute société. C'est assez autodérisoire et assez marrant.
parce que finalement, en plus, on voit que les domestiques n'ont plus aucune retenue. Au fur et à mesure que le film avance, les domestiques apprennent finalement à connaître les cachotteries et les secrets de chacun, en tout cas des personnes qui composent le cinéma, qui composent le film, et on sent que même il y a un certain irrespect qui commence à se construire sur les domestiques, ce qui fait que même ça instaure un revers un peu délicieux. Mais par contre, ce qui m'a assez fait drôle ce qui m'a fait drôle dans le film, c'est que il prend le temps d'exposer un contexte, mais au bout d'un moment, c'est pas vraiment un spoil de dire ça, mais un meurtre est commis. Et l'aspect enquête, pour le coup, on sent que peut-être ça va se transformer en un Cluedo géant, comme tu disais, comme dans À couteau tiré. Mais finalement, c'est pas le cas du tout. Non, au final, c'est pas le cas du tout. Le film, en fait, déconstruit toutes nos attentes. Pourtant, il y a la mise en place d'un enquêteur, il y a l'enfermement des bourgeois dans une pièce close pour les réunir. L'inspecteur interroge les gens au fur et à mesure, et pourtant, le film ne cesse de déconstruire finalement toutes nos attentes par rapport à une potentielle enquête. Et même, on finit le film en ne sachant rien finalement. Mais c'est un peu comme si justement le fait qu'il y ait un meurtre, tout ça, c'était plus un outil pour donner des informations sur les personnages, sur leurs relations entre eux, tout ça, plutôt que pour... L'enquête, c'est pas une finalité. La finalité, c'est de savoir les relations qu'il y a entre les personnages, à réussir à les développer, tout ça, plutôt que de juste nous donner un jeu, en fait, avec le spectateur. L'enquête serait une espèce de jeu où il y a du suspense, tout ça. En fait, c'est juste un outil pour nous permettre de mieux comprendre les personnages. C'est un film vraiment qui est centré sur les personnages, et c'est pour ça que c'est un film choral, et c'est pour ça qu'il dure assez longtemps. C'est sûrement parce que il faut le temps de développer tous ces personnages. Il y en a quand même au moins une dizaine de personnages importants dans le film. Très égalitaire. C'est vrai qu'on doit suivre au moins une dizaine de personnages à la fois, et en 2 heures, finalement, on apprend qu'à les connaître. Mais là où je peux comprendre peut-être que le côté enquête arrive, ce serait pour cet aspect que les domestiques apprennent encore plus à connaître les gens pour qui ils travaillent. Un revers comique et un irrespect du coup des domestiques qui s'installent parce qu'ils apprennent finalement à connaître que les gens sont pourris jusqu'à la moelle. C'est exactement ça. Il y a vraiment une dissolution de la fonction du personnage principal au final. Du coup, ça peut peut-être compliquer aussi aux spectateurs non aguerris le suivi du film, dans le sens où du coup on n'a pas de personnage clé à suivre et on doit en suivre beaucoup. Il y a la même chose par exemple dans Magnolia de Paul Thomas Anderson, pour ceux qui l'ont vu, ça m'a un peu fait penser à ça. Et en soi, c'est pas plus mal parce que le film est vraiment très cool. Ça brosse vraiment un portrait très intéressant de la bourgeoisie anglaise de l'époque. Et surtout c'est très beau, c'est très bien réalisé, très bien écrit. Il y a une minutie dans la mise en scène, dans la composition de l'image, dans la photographie, tout ça, c'est très bien fait. On l'a vu en DVD, c'est dommage parce qu'en Blu-ray ça doit être magnifique. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'est beaucoup mieux que L'Enfer du Devoir. Et si je devais le noter, du coup, j'aimerais bien faire ça. Si je devais le noter sur Sens Critique, admettons, c'est une note, ça a la valeur que ça. Je lui mettrais un 7 sur 10, je pense. Et je pourrais lui mettre plus sûrement, mais parce que le côté bourgeoisie anglaise des années 30, tout ça m'a pas forcément touché. C'est pas l'esthétique qui me parle le plus. Le sujet du film m'a pas non plus énormément touché, mais je pense que c'est un bon 7 sur 10 pour ma part, qu'il vaudrait même un 8 si le sujet m'avait plus touché. Je pense que je donnerais un peu la même note. Si je développais une critique avec tous les aspects de composition, de mise en scène. Ok, et écoute, merci beaucoup pour ta participation à la vidéo, et on passe au film suivant. Ophélie, T'abuses. Tu fais pas ça. Pardon bébé. On se retrouve pour le 3e film, et aujourd'hui notre invité ce n'est autre que mon ingé son régulier sur mes intros de vidéos, sur mes courts-métrages, monsieur Lucas Houssin. Salut. Et on est en compagnie de Ophélie, que vous avez pu voir notamment dans la vidéo sur Athéna, mais aussi qui joue la patronne dans les intros des vidéos YouTube. Coucou Ophélie. Yo. Qui n'était pas prévue de base, mais comme elle habite ici, étonnamment, elle a bien voulu participer. La chance. Donc, c'est Lucas qui a pioché. Lucas, choisis. Quelle merveille, je vais tomber. Attends, ferme les yeux. Choisis bien. Okay, ouais. Attention. Il y a des trucs un peu moins bien que d'autres là-dedans. Ok, j'ai pris un truc là. Ok, c'est quoi ? Ok. Épreuve. C'est quoi ? Non, mais tu l'as pris à l'envers, gros. Merde. Il a cru que c'était fait. Vas-y, tu coupes, je m'en bats. C'est quoi du coup ? Ma mère. Oh non. Oula, merde. Vas-y, coupe. Non. C'est pas un film français de merde. Si, c'est un film de Christophe Honoré, un film français.
Vas-y, ma gueule. Ma mère de Christophe Honoré qui dure 1h47 avec Isabelle Huppert, Louis Garrel et Emma Decaune qui a l'air d'être un film ultra chiant, mais je connais absolument pas la carrière de Christophe Honoré, donc ça va être l'occasion de la découvrir. Bah Lucas, c'est le jeu. Merci Hein. Lucas. Merci Lucas. Personne voulait tomber sur Christophe Honoré en vrai de vrai. Les Inrecuptibles ont critiqué ça, le Ciné Live et le Studio Magazine, ça peut être que bien. Ce film pulvérise les codes de la morale. Une Ah. adaptation magnifiquement gonflée d'un roman de bataille. Pff, oh là là. Bon, vas-y. Hein. Bienvenue sur Audible. Franchement, merci Lucas. Non, franchement, c'est un connard, hein. Arrêtez de le suivre. Bon, alors du coup, pour présenter rapidement le film, c'est un film de Christophe Honoré, qui est donc un auteur français qui vient de chez nous, qui vient de Rennes, du coup, c'est assez marrant, et qui est un réalisateur qui est assez... Enfin, j'ai toujours vu des retours assez mitigés sur ses films, ça fait à peu près 20 ans qu'il fait des films, qu'on en entend parler, mais j'en ai jamais vu aucun. J'ai vu une pièce de théâtre qu'il avait fait, qui s'appelait Mes Idoles, quand à l'époque où j'étais au lycée, il y a quelques années, et j'avais vraiment trouvé ça mauvais. Je vais voir ce que ça donne, je l'ai acheté pour découvrir, par grosse curiosité, pour augmenter notre culture cinématographique à tous. Il a coûté combien ce truc? Il a coûté 1€, je l'ai acheté à... Non, il a coûté 30 centimes, c'était à Easy Cash, du coup, c'est le concept de la vidéo. Il est noté 4,8, je crois, sur Sens Critique, sur 10, un truc comme ça. On va découvrir le film, on va voir ce que ça donne, ça se trouve, on est très mauvaise langue et ça va être super. En tout cas, Christophe Honoré, c'est un auteur du cinéma français. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est toujours intéressant de découvrir son cinéma et je pense que ça ne peut qu'apporter à notre culture cinématographique. Non, mais... référer à qu'il y a des outils de mise en scène qui sont vraiment nuls à chier. En fait. Je trouve vraiment que c'est nul à chier, tu vois. Il a sorti, excusez-moi, Un il a scalpel. sorti le scalpel là. Il veut buter quelqu'un. Va-t-il le faire? Question. Non mais... Pardon, excusez-moi. J'ai rien dit. Je crois que c'est le personnage le plus touchant du film au final, alors que tu t'avances La sur mère. la pire connasse. Ouais. Bah la mère, ça se voit, elle veut faire amour à son fils et en même temps elle est jalouse quand le fils se couche avec sa copine. Il y a vraiment un truc touchant avec ce personnage. Ouais, non, mais non, je trouve que t'as un truc au final, tu vois. Genre, tu te dis, elle est tellement détruite psychologiquement qu'elle sait pas ce qu'elle fait, tu vois. Ce film a des très très bonnes idées en termes de développement de personnages, d'écriture de personnages, etc. Certains dialogues sont bons, la plupart sont très très mauvais et font très kitsch. Mais je trouve l'exécution de... En fait, la partie 1, le premier acte, je trouve qu'il est très juste, très bien par rapport à ce qui va suivre après. Mais ce qui suit après, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Les péripéties sont très très mal retranscrites, je trouve. Je vais laisser mon compère Alexandre parler. Et ben, étonnamment, je m'attendais à pas du tout aimer le film parce que du coup j'avais un a priori très négatif sur le cinéma de Christophe Honoré. Et au final j'ai kiffé, j'ai bien aimé. T'as bien aimé? En vrai, j'ai bien aimé. Je trouve que le film est très intéressant parce que c'est très, très expérimental. Dans le sens où la plupart des cadres du film, par exemple, sont très moches. En termes de composition d'images, des règles de compo d'images de base, c'est raté. Si on prend le film en termes de son, tu vois, le son, il est dégueu de fou. Des fois, on n'entend pas ce qu'ils disent. En fait, le son, les prises voix sont très très bien, il y a rien à redire. Par contre, il y a zéro ambiance sur tout le film. Le film, c'est... Il y a aucune sonorité, aucun bruit d'ambiance, etc. Et des fois, t'as le bruit de fond qui va surpasser les voix. Oui, Et en fait, problématique. moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que c'est un film qui est très expérimental parce que pour moi, là, je pense que c'est à mort inspiré de tout ce qui est Godard, tout ce qui est Nouvelle Vague, tout ça, dans le côté ultra expérimental. C'est-à-dire que je sais plus quel film de Godard c'est, ou on va me le dire en commentaire, hein, où il y a une meuf qui fait la vaisselle à un moment et on entend le bruit de la vaisselle plus fort que la meuf qui parle en même temps, tu vois, par exemple. Je sais plus lequel c'est, mais en tout cas. Tout ça pour dire que je vois vraiment ce côté-là, ce côté on s'en fout que l'image soit bien, que le son soit bien, ce qu'on veut montrer, c'est un truc réaliste, c'est un truc très naturaliste au final, avec le son, très peu de musique, tout ça, et c'est un film où on veut pousser les limites du spectateur. Donc le film est ultra crade, moralement c'est dégueulasse, donc c'est que des scènes de sexe entre la mère, la pote de la mère, le fils qui est perdu, le machin, le père qui est mort, c'est n'importe quoi le film. Je dirais que c'est ça qui est réussi dans le film, c'est qu'en soi ça m'a beaucoup rappelé Vortex de Gaspard Noé, qui était très violent psychologiquement, mais qui était également très lent. Et en fait, par exemple, avec Alexandre, ce film, on a mis plusieurs temps avant de s'en remettre. Je m'en rappelle. Et ce film, c'était pareil, d'une lenteur et tout. Et en fait, avec le recul, on s'est dit, c'était ça qui est incroyable. En fait, c'est de voir le côté violent, réaliste de la chose, des événements qu'on voit, etc. Sauf que, bah tu vois, Vortex, le son est impeccable et tous les plans sont magnifiques. Voilà, oui, mais Et en là, c'est fait- de la technique, tu vois. en fait, techniquement, il est nul, ce film. Ce qu'on dit,
T'as fait bouger la caméra. Merde. Ce qu'on dit, c'est que généralement le cinéma, tu vois, l'art, c'est faire ressentir des émotions avec du beau, avec des beaux plans, des belles images, du beau son, des belles musiques, tout ça. Faire ressentir des émotions avec ça. Et t'as des films qui vont faire ça super bien, et t'as des films qui vont vouloir prendre le contre-pied et justement essayer de faire ressentir des émotions avec des choses dérangeantes. Et alors bon, filmer une mère faire l'amour avec son fils, on peut dire que c'est beau ou pas en fonction de ta morale. C'est bizarre ce que je viens de dire. Mais par contre, visuellement, sonorement, enfin techniquement le film c'est de la merde, tu vois. Techniquement on dirait un film étudiant. Et il y a des super acteurs dans ce film-là qui est complètement chelou, complètement réalisé bizarrement. Et je pense que c'est une vraie volonté. Et on peut aimer ou pas. Moi je pense que le film a plein de scènes super fortes, super intéressantes. Je trouve que le film met une vraie ambiance, qu'on arrive à avoir vraiment des personnages assez complexes brossés. Ça montre vraiment le mal-être du personnage principal là de comment il s'appelle, de Louis Garrel, tu vois. Genre. Pendant tout le film, t'as dit ouais, il est trop paumé, t'as dit ouais, la mère elle est trop bizarre, machin. C'est normal, le mec il est né là-dedans, tu vois. Genre, tu te dis, c'est bien écrit à ce niveau-là. Mais tu vois, genre, tu te dis pas, c'est l'acteur joue mal et le scénario n'a aucun sens. Tu te dis, non, ah ouais, le personnage. Donc ça veut dire qu'on est rentré dedans quand même. T'as des dialogues qui te font sortir du film aussi. T'as certains dialogues. T'as des dialogues qui sont dégueulasses. Surtout des. Mal écrits. Des trucs de montage et de cadrage surtout. T'as des effets de zoom qui font pendant exactement. Qui te sortent complètement le truc parce que ça fait directement documentaire, amateur, etc. Tu vois. Il y a un côté très amateur dans le film. Dans un film où tout est bien construit, tout est bien réfléchi, t'as des plans, t'as l'impression que ça a été improvisé, tu vois, limite. Je pense que ça fait partie de la volonté du réalisateur en fait. D'essayer de ce côté-là. Ça fait bizarre. Et je pense que c'est pour ça que le film est pas hyper apprécié parce que en termes de réalisation, il y a plein de choix trop bizarres qu'on pourrait prendre comme des erreurs. Mais par contre, en termes d'écriture et d'incarnation des personnages, je trouve que c'est super intéressant. Et je trouve qu'il y a de lumière. Il y a des lumières cool. Et je trouve que le film a plein de scènes fortes qui font que j'ai passé un plutôt bon moment devant. Donc si je devais mettre une note au film, la note que je mettrais sur Sens Critique au film, c'est une note, ça vaut ce que ça vaut encore une fois. Moi, je lui mettrais un 6 sur 10, je pense. Je ne suis personne pour juger, mais je lui mettrai un 6 sur 10 parce que je l'ai quand même trouvé plutôt pas mal et plein de bonnes idées. Et du coup, je suis curieux de voir d'autres films de Christophe Honoré pour voir ce que ça vaut. Je vais piocher un film dans le saladier, on va voir sur quoi on va tomber pour ce 4e film. Et normalement, le 5e, je devrais être avec quelqu'un, si tout se passe bien. Du coup... Ok, j'en ai un. On va regarder Romeo is Bleeding avec Gary Oldman et... Typiquement ça, je sais pas du tout ce que ça vaut, donc on va voir ce que ça donne. Réalisé par Peter Medak, il me semble pas qu'il ait fait grand chose d'autre. Il me semble que le film était pas trop mal noté sur internet, c'est pour ça que je l'avais pris. Je connais absolument pas le film, je l'ai absolument jamais vu. C'est pas un film d'un réalisateur que j'aime bien comme les précédents ou que j'ai envie de découvrir. Là, ça va vraiment être un truc qu'on va découvrir avec Roy Scheider aussi, qu'on va découvrir de zéro quoi. Donc ça se trouve ça va être génial, ça se trouve ça va être très basique. C'est un film policier apparemment. De 96, il me semble. 94, Orion Pictures. Ok, et ben on va voir ce que ça donne. Peter Medak, du coup le réalisateur, a fait principalement La Mutante 2, de la saga de films de SF, horreur un peu pété, La Mutante, Species. Donc c'est pas un hyper bon signe. Et je vois qu'il a fait un film qui s'appelle Changeling, l'enfant du diable, qui a l'air d'être son film le plus populaire, en tout cas de ce que je vois avec George C. Scott. C'était pas si mal. Du coup, on suit Gary Oldman qui est donc flic d'un côté et qui mène une double vie de l'autre côté. Il sert d'informateur pour la mafia. Le truc, c'est qu'à un moment, la police va lui demander de surveiller une jeune femme et la mafia va lui demander de la tuer et il va être complètement tiraillé et ça va faire une grosse descente aux enfers et le personnage va se retrouver complètement perdu, la tête sous l'eau. Il va commencer à perdre la raison, entendre des voix, tout ça. Et honnêtement... déjà, Gary Oldman était vraiment très bon dans le rôle. Roy Scheider était très sympa. Lena Olin était très douée aussi, très bien dans le rôle. Le casting est vraiment top. Les ambiances, la musique, la lumière, tout ça, c'était super. Je connais pas du tout le nom du chef-op. Du coup, j'étais en train de regarder parce que je me disais que la photo du film était très cool et le directeur photo c'est Darius Wolski que je connaissais absolument pas mais qui en fait est le directeur photo de Ridley Scott depuis Prometheus, depuis les années 2010. Il a aussi été sur Dark City de Alex Proyas que j'adore. Il a bossé avec Tony Scott aussi beaucoup sur Le Fan et sur USS Alabama qui sont de très bons films. Je regarde vite fait. Il a bossé avec Tim Burton aussi, Sweeney Todd, Alice au Pays des Merveilles. C'était le chef-op sur la plupart des films Pirates des Caraïbes aussi, j'ai l'impression.
également sur The Walk de Zemeckis. Enfin bref, j'étais en train de me dire que la photo était top et le chef-op était effectivement un très très bon chef-op et il a bossé sur plein d'autres films dont j'adore la photo. Pour revenir au film, moi ce qui a pêché un peu au niveau du film, c'est peut-être au niveau de l'histoire qui me paraissait assez confuse par moment, dans le sens où ok, le personnage perd pied, on a l'impression de perdre pied avec le personnage, mais il y a plein de personnages secondaires qui sont traités juste en surface et je pense que ça va nuire un peu à l'implication du spectateur et à la création de l'univers, en fait, au récit tel quel. Et au niveau de la réalisation, c'est pas que c'était bien réalisé, c'était plutôt bien réalisé, tout marchait bien, mais ça restait très académique et j'ai pas vu une personnalité folle au travers de la réalisation, malheureusement. Mais par contre, je recommande volontiers le film, je trouve vraiment que c'est un bon film, et si je devais le noter, je lui mettrais un 7 sur 10. C'est la note que je mettrais sur Sens Critique, c'est des notes, ça vaut rien, mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est un bon film, je lui mettrais 7 sur 10, et je suis très content de l'avoir découvert parce que ce film-là, qui est complètement inconnu au bataillon pour ma part et j'ai l'impression qu'il est pas trop connu, je l'aurais jamais découvert sans cette espèce de défi avec Easy Cash et acheter des DVD de films inconnus qui n'ont pas l'air trop mal à pas cher. Comme quoi. Du coup, on se retrouve pour le 5e et dernier film. On se retrouve pour le 5e film aujourd'hui en compagnie d'Ophélie, que vous avez déjà vu du coup. Yo! Que vous avez déjà vu parce qu'elle Cette tourne. fois-ci, je m'endors pas, promis. Parce que la dernière fois elle s'est endormie, mais du coup la patronne dans les vidéos YouTube, elle était dans la vidéo sur Athéna. Et aujourd'hui c'est elle qui pioche dans le petit pot. Et c'est plus le même pot parce qu'elle a fait un gâteau dans le pot qu'on avait avant. Parce que c'était le saladier de la maison. Voilà, donc il y a encore 6 films. On va voir sur lequel on va tomber. Il y a de tout et n'importe quoi. Ok. Et c'est. Apparence. Merde. Oh non! Je pense que Apparence c'est le moins bon film de la sélection. Alors, pour remettre dans le contexte. Mais t'avais plié le papier, t'avais fait un piège. Apparence, du coup, c'est un film de Robert Zemeckis avec Harrison Ford et Michelle Pfeiffer. Donc, le casting est cool. Le réalisateur, du coup, c'est le mec qui a fait Retour vers le futur, qui veut la peau de Roger Rabbit, The Walk plus récemment, La légende de Beowulf, Le drôle de Scrooge. Robert Zemeckis, c'est un réalisateur ultra influent, du coup, dans le cinéma grand public américain des années 80, 90, 2000. Et honnêtement, celui-là, il paraît qu'il est pas ouf. Il est assez mal noté et il me semble que j'ai entendu dire de la part de Umberto Lenzi dans les bonus du DVD du film L'Emmurée vivante de Lucio Fulci, qui est un film que j'adore, un film d'exploit italien des années 70 dont j'ai parlé en vidéo dans ma vidéo Un zombie mange un requin, la deuxième vidéo de la chaîne. Apparemment ce serait plus ou moins un remake déguisé du film de Fulci. Je sais pas si c'est vraiment ce film là, il me semble, mais du coup on va le voir, on va voir si c'est exactement ça ou si je dis n'importe quoi. Le film dure absolument 2 heures en plus, donc j'espère qu'il va être bien quand même. En tout cas, typiquement, ce défi, c'est l'occasion de découvrir des films moins connus de certains réalisateurs. C'était le cas pour le William Friedkin avec L'Enfer du Devoir, et là, du coup, on va découvrir un film de Zemeckis que aucun d'entre nous n'a vu, et qui est intéressant parce que ça permet de mieux saisir la carrière du réalisateur, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup pour ma part. Quelque chose à dire sur le film ? J'ai hâte de le regarder. On va voir ça tout de suite. Bon, alors du coup, on sort tout juste du film, donc Apparence de Robert Zemeckis, et du coup, je me suis renseigné rapidement, donc effectivement, le scénario ressemble beaucoup au scénario de L'Emmurée vivante de Fulci, qui est donc un giallo sorti en 77, et effectivement, ça serait plus ou moins un remake non avoué, où on transpose le concept de l'emmurée vivante, du coup, de la personne qui a été emmurée vivante, par une personne qui était noyée, quoi. C'est plus ou moins la même histoire, effectivement. Et d'ailleurs, du coup, en me renseignant vite fait, j'ai vu que Tarantino devait réaliser un remake de L'Emmurée vivante, qu'il n'avait pas pu le faire. Et du coup, la seule trace de remake de ce film-là qu'on a eu, c'est ce truc de Zemeckis, Apparence. C'est écrit sur la boîte du DVD, je peux lire ici même, un thriller surnaturel, efficace et terrifiant. C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est pas excellent, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas mauvais non plus, c'est absolument efficace. Donc la narration, elle est efficace. Quoi qu'il y a un petit peu, elle s'étend un petit peu à la fin, mais sur les 30 dernières minutes, mais on peut y revenir après. Sinon, le découpage il est efficace, c'est très bien composé, la lumière est très. En fait, rien n'est particulièrement intéressant. C'est-à-dire que c'est pas forcément une œuvre, je pense, qui va me rester en tête pendant des semaines, auquel je vais repenser à des plans, des lumières, des émotions, des ambiances. Mais par contre, c'était absolument bien fait. C'est irréprochable, c'est-à-dire que c'est difficile de dire quelque chose. Il n'y a pas eu de choix très audacieux, il n'y a pas eu de. En fait, c'est classique. Mais classique de manière très efficace. On s'ennuie pas,
c'est bien filmé. Les séquences, elles sont correctes. Je repense notamment à une séquence où t'as les deux personnages donc, qui sont interprétés par Harrison Ford et, j'ai oublié son prénom, Michel Pfeiffer, je ne sais pas le dire, qui donc sont en train de parler. Donc voilà, ils sont dans l'image, une un peu plus proche, dans le flou, forte profondeur de champ, lui il est dans le fond, et au moment où il y a une dissonance dans leur récit, dans leur conversation, là on a un chant contre chant. C'est efficace. Plutôt que de mettre un chant contre chant juste pour marquer l'opposition, il y a d'abord un premier plan d'ensemble, etc. Vous voyez, c'est très efficace. Après, j'y ai pas vu d'intérêt particulier. Au niveau du sujet du film en lui-même, bon, très bon acteur, le décor, etc. Tout était encore une fois très efficace. Moi, je suis très sensible aux histoires de paranormal. De manière générale, hein, le paranormal, c'est des choses que à la fois j'aime et à la fois je déteste en même temps. Je sais pas si vous voyez, ça me fascine et en même temps ça me repousse un petit peu. C'était à peu près ce que j'ai ressenti pendant tout le film, mais après ça c'est aussi très personnel. En fait, je trouve que le film il a pas un apport énorme dans ce qu'il va raconter du paranormal. Il a pas un apport énorme dans ce qu'il raconte de la mise en scène. Il a pas un apport énorme dans ce qu'il raconte dans l'histoire du cinéma. Mais il est bien, il est très bien. J'ai ressenti des émotions, j'ai eu peur, j'ai sursauté à des moments, j'ai été énervée de l'injustice de la fin, enfin, qui du coup se termine bien quand même, mais je veux dire, j'ai vécu avec les personnages, je me suis divertie, mais je ressors pas grandi en termes de cinéma, ni en termes d'histoire personnelle, ni en termes d'information, en fait, je ressors tel quel. Je me suis divertie, voilà. Sinon, il y a quand même... Ouais, non, en fait, j'ai difficilement de points où j'ai trouvé ça vraiment très pertinent ou de points où j'ai trouvé ça très mauvais. Hein. C'est vraiment... Globalement, c'est très... Enfin, je sais pas ce que toi t'en as pensé, hein, mais... Bah, du coup, je crois qu'on est face à un des films de Zemeckis peut-être les moins intéressants de sa filmo au final, parce que c'est sorti en 2000, donc 2000, c'est juste après le succès de Forrest Gump, c'est juste avant Seul au monde, donc c'est cette période-là. Et bah, effectivement, le film est pas hyper intéressant, hein, c'est-à-dire que c'est très convenu. J'ai trouvé que c'était très convenu dans la forme, dans le fond. Ça va être une histoire qu'on a déjà vue plein de fois. Si c'est un remake déjà d'un film qui est pas forcément le film le plus original du monde, déjà c'est pas très bon signe. L'histoire est très convenue. Moi, le film dure 2 heures. Au bout d'une heure de film, j'ai commencé déjà à voir le truc s'essouffler, à voir où ça voulait en venir. Toute la fin, je la voyais très bien venir. Le film veut se construire avec un 4e acte. Comme dans Alien, comme dans plein de films, où la menace ressurgit au dernier moment, mais ça marche pas, parce qu'on sait très bien comment ça va finir, parce que les scènes d'action sont systématiquement désamorcées. Je trouvais les personnages ultra caricaturaux. Alors, on a 2 super acteurs, ils jouent très très bien, il n'y a pas de souci, ils ont rien à prouver, mais à côté de ça, j'ai trouvé vraiment que le scénario leur rendait pas hommage. Donc ouais, effectivement, c'est un film qui va être très beau visuellement. Donc ouais, effectivement, le directeur photo, qui est donc le directeur photo traditionnel de Zemeckis, qui a bossé sur Contact, sur Seul au monde, sur Forrest Gump, tout ça. Donc ouais, niveau visuel, c'est super. Il y a plein d'effets de mise en scène qui sont ultra intéressants. Donc Zemeckis s'amuse à prendre une demi-bonnette à un moment, ce qui est rigolo, parce que c'est un peu la marque de fabrique de Fulci, donc... C'est un remake inavoué d'un film de Fulci, il nous faut une demi-bonnette, ce que j'ai pas souvenir d'avoir beaucoup vu chez Zemeckis. La demi-bonnette, pour ceux qui voient pas, du coup c'est une lentille qui est coupée en 2, qui permet d'avoir un sujet au premier plan net et un sujet en arrière-plan net aussi. Je vous mettrai un exemple au montage. À un moment, il y a des scènes qui sont vachement intéressantes, avec une mise en scène où le sol de la maison, la caméra va sous le sol de la maison, donc il devait y avoir une espèce de système de plaque en verre, où la caméra fait un mouvement pour arriver sous le sol de la maison, on voit les personnages écrasés sur le sol. Il y a plein d'effets comme ça de mise en scène qui peuvent être intéressants. Globalement, visuellement, c'est très bien réalisé, c'est très léché, t'as souligné des points intéressants aussi. Toute la mise en scène de fin, où Michel Pfeiffer est dans une voiture et la tension, donc la menace arrive et on la voit du point de vue de Michel Pfeiffer, donc au travers du rétroviseur de la voiture. C'est ultra intéressant. Il y a plein de moments où on est en POV justement du point de vue de Michel Pfeiffer. Le film joue beaucoup aussi avec l'aspect paranormal, où on sait jamais s'il y a vraiment du surnaturel ou si le surnaturel il vient uniquement de l'imagination des personnages. Et d'ailleurs c'est un truc, Zemeckis, le surnaturel, la mort vous va si bien, tout ça, il adore de toute façon. Mais globalement oui, c'est pas mauvais techniquement, il n'y a pas de soucis, surtout au niveau du scénario que ça pêche selon moi. C'est très oubliable, c'est sûrement un de ces films les moins marquants que j'ai pu voir, j'ai quasiment tout vu, sauf les derniers, j'ai pas vu ceux sortis après Walk, donc après The Walk, donc après 2015, où apparemment il n'y a pas eu que des très bons trucs, mais globalement, ça se regarde.
c'est un peu long, c'est un peu lent, ça aurait peut-être mérité d'être plus court, et en même temps, c'est bien fait, tout est bien fait, c'est fait avec métier, mais alors derrière il va pas y avoir énormément d'intérêt quoi, et le film reste très très basique, plutôt moyen. C'est un film assez oubliable au final, et c'est le genre de film que j'aurais jamais vu si j'avais pas été à Easy Cash l'acheter à un prix modique, et justement c'est le défi qu'on est en train de faire, et c'est trop intéressant de découvrir un film moins connu d'un réalisateur, que ce soit L'Enfer du Devoir avec Friedkin, ou du coup Apparence pour Zemeckis, et voir un film qu'on n'aurait pas forcément regardé en temps normal, parce qu'on n'en parle jamais, on s'en fout un peu de ce film-là, alors que c'est ultra intéressant, et pour connaître un auteur, un réalisateur, des fois c'est intéressant de voir toute sa filmo, et du coup ce genre de défi, ça peut participer à ça. Donc on a découvert des réalisateurs, on a complété la filmo de d'autres réalisateurs, et voilà, et c'est trop cool. Un mot de la fin ? C'est typiquement le genre de film que j'aurais jamais regardé si j'avais pas pioché le titre du film dans un petit bol. On passe à la conclusion. On se retrouve pour la conclusion, du coup, on a regardé 5 films. C'est con, il y en a que j'aurais bien aimé voir dans la sélection et que du coup on n'a pas vu parce qu'on en a vu que 5 sur 10. Donc, si vous voulez un épisode 2, je rajoute 5 autres films, on repart sur 10 films du coup, et on réinvite des gens, on repioche tout ça. Moi j'ai beaucoup aimé le concept, j'espère que vous avez bien aimé le concept en mode un peu vlog. Et du coup, si je fais un petit bilan, j'ai adoré ce défi. Parce que déjà, j'ai le problème d'acheter beaucoup de films en DVD, en Blu-ray, et pas forcément les regarder. Je crois qu'à l'heure actuelle, j'en ai 150 que j'ai acheté et que j'ai pas vu, ce qui est pas énorme, mais à mon échelle, ça commence à faire beaucoup. Et déjà, ça m'a forcé à regarder des films que j'ai achetés par curiosité, et j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé parce que ça m'a permis de découvrir des trucs. Si je reprends dans l'ordre, et là je mets mon bras au milieu de l'image, là c'est très moche, enfin on est sur YouTube, mais quand même. Qu'est-ce que c'est que je critique des films en mode ils sont moches et je fais des trucs comme ça. Donc si on prend dans l'ordre, le premier film qu'on a vu c'était Rules of Engagement, L'Enfer du Devoir de William Friedkin, et trop content d'avoir découvert un nouveau film de Friedkin. J'en ai d'autres de côté qui n'ont pas l'air ouf non plus, mais j'aimerais bien me faire toute sa filmo, donc avoir vu celui-là c'était très cool. Ça faisait des années qu'il fallait que je le voie, que je le connaissais, et que j'avais pas envie parce qu'il avait pas l'air terrible. Effectivement le film était moyen, j'en retiens pas grand chose, à part de voir un peu une espèce de déchéance, si je suis vraiment méchant, d'un de mes réalisateurs de cœur dans les années 2000, mais je suis content de l'avoir vu, et je suis content de pouvoir le ranger dans ma collection de DVD, parce que je suis quelqu'un de maniaque. Ensuite, on s'est fait Gosford Park de Robert Altman, et honnêtement, quel plaisir de découvrir un film de Robert Altman, et ça m'a donné envie de découvrir sa filmo entière, parce que Le Privé c'était une tuerie, celui-là était vraiment bien, Shortcuts, Nashville, tout ça, MASH, ça m'a donné envie de découvrir tous ces films-là, et honnêtement, pour 30 centimes, je me suis dirigé vers un réalisateur vers lequel je me serais peut-être pas dirigé aussitôt si j'avais pas fait ce défi. C'était trop cool. La grosse surprise, ça a été Ma Mère de Christophe Honoré, que je m'attendais à détester, et au final j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Je trouve qu'il y avait une espèce de réalisme, de sincérité dans le film qui s'en dégageait dans les émotions qui étaient véhiculées. J'ai vraiment trouvé le film super, alors que je m'attendais à pas du tout aimer. Et honnêtement, je vais me faire les autres films de Christophe Honoré. J'ai découvert un réalisateur grâce à ce défi, et je suis trop content. Et rien que ça, c'est trop cool en fait. J'ai découvert des films et j'ai découvert un réalisateur qui est vraiment cool. Donc j'ai mis 6 sur 10 je crois au final. Je crois que je mettrais plutôt 7 avec du recul. Après, je me suis fait donc Romeo is Bleeding, que je m'étais fait tout seul au final, que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé le film vraiment bien. Avec du recul, il est vraiment carré, il est vraiment bien. Il n'y a pas de réalisateur particulièrement à découvrir derrière, parce que Peter Medak n'a pas fait énormément de films par la suite, mais par contre trop content d'avoir découvert un bon film noir, néo-noir, vraiment intéressant, avec une espèce de complexité dans la narration, une réalisation qui était vraiment léchée, une photographie qui était vraiment très très belle. Je suis très content d'avoir découvert ce film-là, que j'aurais jamais vu si je l'avais pas trouvé à Easy Cash, quoi. Enfin, dans quel contexte j'aurais pu me diriger vers ce film-là, à part en entendant parler ou qu'on me le conseille. Donc trop content. Et pour finir, peut-être le film le moins intéressant de la sélection avec le premier, Apparence de Zemeckis, qui me laissera pas une trace immémorable en tête, qui est pas un super film. Je crois que je lui mettrais 6 sur 10, il me semble que j'avais pas donné la note après, je lui mettrais peut-être 6 sur 10. Mais c'était cool de découvrir un film de Zemeckis que je connaissais pas. Et encore une fois, peut-être que pour comprendre la carrière de Zemeckis à l'orée des années 2000, comprendre la carrière globale de Zemeckis, peut-être qu'il faut avoir vu tous ces films, et peut-être que voir ce film-là que j'aurais peut-être pas forcément vu si j'étais pas tombé dessus à 30 centimes à Easy Cash,
je l'aurais pas forcément vu, et c'est trop cool de pouvoir le voir au travers de cette vidéo. Honnêtement, je suis très content des 5 films qu'on a vus, parce qu'au final sur 5 films, il y en a 3 que j'ai vraiment beaucoup aimé, et 2 que j'ai trouvé plutôt moyens, mais honnêtement il y a 4 films de réalisateurs qui sont vraiment cool, et un film d'un réalisateur qui est un peu inconnu au bataillon, mais qui est vraiment un bon film. Donc dites-moi si vous voulez une partie 2, où on parle donc des 5 autres films que je vous ai présentés dans l'intro, et qui n'ont pas été piochés, et auquel je rajouterai donc du coup 5 autres films encore trouvés à Easy Cash pour qu'il y ait quand même un peu de suspense en mode est-ce qu'on va parler du film ou pas. Moi j'adorerais faire un épisode 2 avec des nouveaux invités, un nouveau truc, tout ça. En tout cas j'espère que le concept un peu vlog vous a plu, moi j'ai adoré le faire, c'était trop cool et j'adore avoir des gens qui viennent sur ma chaîne en mode invité, tout ça. Et surtout j'espère que ça vous a donné envie de découvrir des films, de regarder des films. Et surtout de faire la même chose, allez à Easy Cash, prenez 3€, prenez 10 films, des films qui ont l'air intéressants, et découvrez, enrichissez votre culture cinématographique, parce que à une époque où on a Netflix, on a Amazon Prime, c'est toujours les mêmes films qui reviennent, tout ça, et ben on a découvert des films qui sont pas forcément sur ces plateformes-là, et qui étaient vraiment intéressants pour la plupart. Surtout le film de Christophe Honoré qui m'a bien marqué, et Gosford Park de Robert Altman, c'est vraiment les deux que je retiens, et qui sont vraiment deux très bons films. C'était Alex de Cinérama, on se retrouve bientôt pour la critique du nouveau film de Damien Chazelle, Babylone. Vous me dites en commentaire si ça vous a plu, le concept, tout ça, les invités. A très bientôt.